Monsieur le Président du Gouvernement, Monsieur le Secrétaire d'État chargé de la mer, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Monsieur le membre du gouvernement en charge de l'économie maritime, cher Christopher, Monsieur le ministre en charge des ressources naturelles de Polynésie française, Madame la présidente de la province Sud, chère Sonia, Monsieur le président fondateur du cluster maritime français et président et représentant du président du cluster maritime français, cher Francis, Madame l'ambassadrice représentante de la France pour le Pacifique, Madame la consul générale d'Australie, chère Anne-Lise, Madame la consul de Nouvelle-Zélande, Monsieur le commandant des forces armées en Nouvelle-Calédonie, Monsieur le secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat de la République en Polynésie française, Monsieur le commandant de la zone maritime, Monsieur le directeur des affaires maritimes, cher Jean-Luc, chers amis des clusters maritimes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de la Réunion et de Mayotte, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de fierté, mais aussi avec un profond sens des responsabilités que je prends la parole devant vous aujourd'hui en tant que président du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie pour ouvrir ses premières assises de l'économie maritime Indo-Pacifique en Nouvelle-Calédonie. Cet événement revêt une importance cruciale, car il réunit des porteurs de projets, des innovateurs, des décideurs et des défenseurs de nos océans, de la région Indo-Pacifique et au-delà. Il s'agit d'une opportunité unique d'échanger sur les défis et les opportunités qui se présentent à nous dans le contexte du changement climatique et d'une économie maritime en constante évolution au sein d'une région du monde porteuse de très gros enjeux. Ces premières assises de l'économie maritime en Indo-Pacifique à Nouméa sont le fruit d'un long chemin initié par le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie qui a été créé en 2014 et qui a organisé dès 2016 les premiers états généraux de la mer calédoniens, suivi chaque année des Journées calédoniennes de la mer, devenues une rencontre incontournable locale de l'écosystème maritime calédonien. En 2023, grâce au soutien sans faille du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et avec l'aide du cluster maritime français, nous les ouvrons à nos voisins et frères de la mer en Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, avec ses vastes étendues d'océans, est un trésor d'une valeur inestimable pour notre planète. Il abrite une biodiversité incroyable, des ressources marines précieuses et essentielles et offre des opportunités économiques qui touchent des millions de vies. Cependant, il est également confronté à des défis pressants, parmi lesquels la montée des eaux, l'érosion de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes marins et les menaces liées au changement climatique. Nous, territoire insulaire du Pacifique, par nos littoraux, nos écosystèmes côtiers spécifiques, nos lagons et récifs, nos grandes zones économiques exclusives, nos grandes profondeurs, nos cas de figure différents et complémentaires, mais aussi nos cultures et savoirs issus de migrations de populations diverses, représentant des espaces laboratoires en matière d'économie bleue exceptionnels et insuffisamment encore considérés et valorisés. Nous sommes ici pour discuter de l'économie de la mer dans sa pleine transversalité et de son fort potentiel. L'océan que nous avons tous en commun offre un éventail de possibilités qui doivent stimuler la croissance économique tout en préservant notre planète. Que ce soit à travers la pêche durable, le tourisme côtier, les énergies marines renouvelables, la recherche scientifique ou encore le transport, les opportunités sont vastes et variées. Notre devoir est de nous assurer que ces opportunités sont exploitées de manière responsable et équitable. En parlant d'avenir, les filières économiques émergentes, telles que les énergies marines renouvelables, la Blue Tech, par exemple, représentent un immense potentiel. De même, l'innovation dans de nouveaux systèmes et technologies exploratoires non invasives, l'acquisition de compétences dans l'utilisation de ces systèmes, ainsi que la valorisation des données acquises sont source de nouveaux emplois, de nouvelles applications et d'une meilleure gestion de nos ressources naturelles. La soirée de sensibilisation et d'éducation à la mer, qui a lieu ce soir, est une initiative louable et incontournable si l'on veut préparer le futur. Sensibiliser le public, en particulier les jeunes générations, à la connaissance des métiers du maritime, comme au comment ça marche, et à l'importance de la préservation de nos océans, est un investissement dans un avenir plus durable. Mesdames et messieurs, ces premières assises de l'économie de la mer Indo-Pacifique sont une opportunité précieuse de tracer un chemin vers un avenir prospère, durable et maritime surtout, tout en préservant et valorisant notre environnement. J'attends avec impatience les discussions constructives, les idées novatrices pour aboutir à la fin de ces assises à la signature d'un engagement collectif permettant à l'économie maritime d'offrir un avenir plus bleu à nos collectivités. Je remercie sincèrement le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la province sud et l'État pour leur soutien à l'initiative
et à la tenue de ces assises. Que ces assises soient un plein succès pour notre océan et pour les hommes et les femmes qui, dans cette vaste partie océanique de la planète bleue, y travaillent et en prennent soin. Je vous souhaite des bonnes assises. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux ce matin. Je ne sais pas si je vais en oublier, donc je m'en excuse d'avance dans les énumérations que je vais faire. Monsieur le Haut-Commissaire de la République, Monsieur le membre du gouvernement en charge de l'économie de la mer, cher Christopher, Monsieur le sénateur de la Nouvelle-Calédonie, Madame la présidente de la province sud et les représentants des provinces nord et îles qui m'ont indiqué qu'ils seraient des nôtres aussi, Madame la consul générale d'Australie et Madame la consul générale de Nouvelle-Zélande, Madame l'ambassadrice de France auprès de la communauté du Pacifique, Monsieur le général des forces armées de Nouvelle-Calédonie, Madame la maire de Nouméa, Monsieur le directeur du port autonome de Nouméa, Monsieur le directeur du grand port maritime de la Réunion, qui normalement devait être des nôtres, Monsieur le directeur du grand port maritime de la Réunion, Monsieur le directeur du port de Brisbane, Monsieur le représentant de la ville de Nice, qui est prévu d'être là, Mesdames et Messieurs les représentants du cluster, d'abord le président du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, mais aussi des clusters de Polynésie française, de la Réunion et de Mayotte. Merci d'être venus nous rendre visite, Mesdames et Messieurs les représentants de divers acteurs qui sont engagés dans le truc, Mesdames, Messieurs les représentants de la Fédération des pêches hauturières. Monsieur le ministre de la Polynésie française, merci d'être venu nous voir. Je voudrais d'abord vous souhaiter à tous et à tous la bienvenue à ces premières assises que vous avez décidé d'intituler de l'économie maritime Indo-Pacifique, ce qui fait beaucoup réfléchir, c'est ce que cela peut sous-entendre. La Nouvelle-Calédonie est entourée d'eau, cela n'a échappé à personne, mais l'histoire de la Nouvelle-Calédonie montre que souvent ce n'a pas été notre préoccupation première, sauf lorsqu'il s'est agi de catastrophes naturelles, notamment des cyclones qui nous rendent visite régulièrement. On pourrait même dire que son territoire est composé à plus de 80% de bleu, en considérant le 1,5 million de kilomètres carrés de zones économiques exclusives qui dépendent de la Nouvelle-Calédonie. C'est cette caractéristique qui a valu au président du Forum des îles du Pacifique, lorsque nous étions à Washington récemment, de dire au président Biden que nous sommes les grands États de l'océan, pour mettre en parallèle avec les grandes puissances qui convoitent notre région. Cette zone maritime représente un espace extraordinaire que nous devons tout à la fois protéger et gérer, bien sûr de façon intelligente et durable, mais aussi de mettre en valeur. Au cours de ces 3 journées d'assises, je voudrais vous le demander, je souhaite que sur la base des thématiques très importantes que vous avez inscrites à l'ordre du jour de vos travaux, que vous puissiez garder comme fil conducteur l'objectif de faire de la croissance bleue un thème majeur de la politique économique future du pays. J'ai demandé à Christopher JGS qu'on puisse s'en inspirer pour engager une politique de relance parmi tant d'autres secteurs pour la Nouvelle-Calédonie à partir de l'année prochaine. Donc faire de la croissance bleue un thème majeur de la politique économique future du pays, bien sûr, en complément des secteurs traditionnels. Bon, bien sûr, vous connaissez le nickel, mais il y a aussi l'agriculture, de la pêche, le tourisme. Nous avons des grands enjeux qui restent d'actualité. Un livre bleu réalisé par le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, que je remercie pour le travail assidu qu'ils ont effectué depuis leur création, avec soutien du gouvernement, a été rendu public en août 2020. Il fixe un cap pour l'économie bleue et peut constituer encore aujourd'hui une véritable feuille de route pour une stratégie de développement d'une économie bleue calédonienne. Cette stratégie passe notamment par, il a été indiqué dans ce cap qui a été fixé, par une nouvelle gouvernance de la mer, par un objectif et une volonté de diversifier les filières maritimes et bien sûr de nous permettre
d'occuper une place de plus en plus importante dans la région où on est attendu. À ce stade, je voudrais rappeler que le littoral de la Nouvelle-Calédonie est, nous ne l'oublierons pas, habité par des populations kanak et no-kanak. Excusez-moi d'utiliser ces termes. Qui développent une forme d'appropriation très diverse dont il est important que la gouvernance de cette stratégie puisse s'en inspirer sur le plan normatif et sur le plan organisationnel pour assurer sa stabilité, sa viabilité et surtout sa durabilité. Vous allez aborder la fonction des ports comme élément stratégique de la région. À ce sujet, je voudrais vous rappeler que Nouméa est le deuxième port d'outre-mer français en volume de trafic après celui du grand port maritime de la Réunion. On ne le sait pas toujours, mais il est important de dire ce que nous avons pu réaliser, parce que c'est une tendance générale en Nouvelle-Calédonie de ne pas savoir parler de ce qu'on a fait de bien. Donc je voulais le redire. C'est aussi avec 200 escales de paquebots et plus de 470 000 passagers en 2017, le deuxième port de croisière de France, après Marseille et Fos, avant la Polynésie française, monsieur le ministre, et avant la Réunion. Voilà, c'est le jeu des relations internes. C'est le point d'entrée des marchandises, maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi de l'exportation de nos ressources. Chaque année, 5 millions de tonnes de fret, dont 3 millions de tonnes de minerais, et 100 000 conteneurs sont manipulés au port autonome de Nouméa. Le port autonome de Nouméa va continuer d'évoluer. Ainsi, le chemin directeur en 2023-2027, dont Gilbert Tuyeno et Christopher Gigès sont les pilotes au sein du port autonome, a été présenté en collégialité en mi-septembre et il prévoit de favoriser l'émergence d'un hub régional de containerisation, de consolider la position d'escale privilégiée pour les croisiéristes avec un nouveau terminal et pour les navires scientifiques, mais aussi de retravailler la RAN pour un accès au port beaucoup plus aisé et avec des volumes de trafic beaucoup plus importants. Ce schéma directeur prévoit aussi de développer des partenariats avec les compagnies maritimes pour construire une offre portuaire multimodale. Vous allez également travailler sur le sujet du pôle maritime et de ses perspectives. Ce pôle maritime a été lancé en septembre 2022 sous la responsabilité de Christopher Gigès avec 3 emplacements spécifiques. Un lieu consacré à la formation numérique stable, caractérisé ou physiquement représenté par la station N, que tout le monde connaît en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, un autre pour le démantèlement des navires dans la petite rade, et un dernier en Imbo pour les activités de carénage et de réparation navale, avec une position pour les activités. Je ne veux pas oublier que le développement d'une économie bleue doit aider à desservir aussi, toujours mieux qu'aujourd'hui, les îles autour de la Grande Terre pour permettre de développer les sites portuaires comme Népouy, Koumak ou encore ceux des 3 îles Loyauté. On peut d'ailleurs se poser la question si l'avenir de la desserte de la Grande Terre ne passerait pas par les moyens maritimes lorsqu'on connaît les difficultés que nous rencontrons dans le trafic routier sur la route qui traverse la grande île de la Nouvelle-Calédonie. Plusieurs filières économiques d'avenir sont déjà présentes dans des pollutions en études. Et c'est une filière qui a un fort potentiel qui pourra permettre de créer de nouveaux emplois. À titre d'exemple, l'année dernière, sur les 27 000 navires de plaisance immatriculés en Nouvelle-Calédonie, près de 6 000 étaient en fin de vie. En mai dernier, un premier travail a été réalisé avec la dépollution de la baie de Nembou, de laquelle ont été retirées de nombreuses épaves. Ce travail doit se poursuivre. Parmi les filières économiques qui ont fait leur preuve, la pêche hauturière et la transformation de poissons pèsent lourd dans l'économie et la vie de la société calédonienne. Cette pêche palangrière, comme la pêche langonnière, constitue un enjeu essentiel avec une production stable d'environ 2500 tonnes pêchées par an. De plus, elle fournit plus de 250 emplois aux Calédoniens et contribue à l'autosuffisance alimentaire du pays. Je voudrais cependant souligner que cette filière que nous avons réussi à préserver est néanmoins en difficulté. On peut craindre pour son renouvellement et au-delà son développement. Quand bien même notre zone regorge de ressources, la formation des hommes et les investissements nécessaires à sa pérennité doivent être mobilisés. De nombreux armements sont en train de vendre
des bateaux aujourd'hui pour faire face à la situation qu'ils vivent. Je ne veux pas oublier l'aquaculture dont j'ai présidé le SOPAC pendant très longtemps. Je vois certains acteurs, notamment celle de la crevette, qui aujourd'hui contribue à la réputation de la Nouvelle-Calédonie, notamment au Japon. Son niveau d'exigence a été circonscrit par les acteurs du secteur dont il faut saluer la compétence et la qualité du travail qu'ils font. Mais les problèmes de production de postes larges et de gestion des exploitations ont créé une espèce de plafond de verre qu'il faut que la science et le soutien des collectivités publiques aident à solutionner pour l'avenir. Je voudrais aussi rappeler d'autres actions qui sont portées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, notamment celle autour de la préservation de notre biodiversité marine à travers la gestion du parc naturel de la mer du Corail, dont nous voulons faire un étendard par le joyau qu'il représente en matière de protection de la biodiversité marine. Ainsi, un nouveau comité scientifique au point du comité de gestion du parc naturel a été créé. Un plan de gestion doté d'indicateurs de suivi de performance a remplacé le précédent de 2018 en 2021 et le dispositif de surveillance du parc sera étoffé pour l'acquisition de moyens modernes de surveillance. Par ailleurs, il y a un an, le gouvernement a arrêté un avant-projet de loi qui est en cours d'examen au Congrès de la Nouvelle-Calédonie du pays, visant à instituer un moratoire sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles et minérales de notre zone économique, afin de protéger la biodiversité ainsi que la géodiversité de nos fonds marins et de permettre une meilleure connaissance scientifique de ce que leur engorge. Ce sujet est au cœur des travaux des Nations Unies. Certains pays de la région, comme Nauru ou les îles Cook, sont enclins à ouvrir des activités pour l'exploitation de leurs fonds marins, ce qui pourrait être compréhensible au vu des potentiels dont disposent certains États de la région, mais dont les risques pourraient avoir des impacts très importants dans notre région. Et tout récemment, enfin, le gouvernement a adopté le projet de création de nouvelles aires maritimes protégées et à compter du 1er janvier 2020, 10% de cette zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie, soit 136 830 km², bénéficieront d'une protection forte. Je souhaite, mesdames et messieurs, que le résultat de ces premières assises de l'économie maritime, avec la présence d'experts dans le domaine respectif et surtout la participation de nombreux pays et territoires d'outre-mer, puisse nous aider à mieux permettre de porter, organiser et structurer un grand secteur de l'économie bleue, notamment sur les sujets sur lesquels vous allez échanger, de la décarbonation de ce secteur à la transition écologique, des avancées technologiques sur les carburants alternatifs ou encore sur la gouvernance maritime. L'intensification, parce qu'en définitif, le grand paradoxe pour les gens de Nouvelle-Calédonie, c'est que nous sommes entourés des mêmes et que ce secteur n'a pas encore trouvé une place équivalente à ce qu'il représente dans la vie de la société calédonienne et son avenir dans la région Pacifique. Mais alors, me direz-vous, qu'en est-il de la stratégie Indo-Pacifique portée par l'État? Nous touchons là un domaine de la souveraineté partagée, ouvert par l'accord de Nouméa. Au niveau interne, c'est sur la sécurité maritime que nous travaillons en étroite collaboration avec l'État général de Fort-de-France, pour laquelle nous travaillons avec l'État dans le cadre du COS. Donc je souhaite que ce travail puisse continuer à être approfondi pour qu'on arrive à bien continuer à circonscrire la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie en la matière. L'insertion régionale de la Nouvelle-Calédonie dans sa région naturelle reste notre priorité. Nous y sommes engagés en tant que membres d'organismes multilatéraux d'envergure, comme le Forum des îles du Pacifique depuis 2016, la Communauté du Pacifique Sud depuis 1947 et avec laquelle nous venons de renouveler notre partenariat cette semaine, mais aussi avec le programme régional océanien de l'environnement et l'agence des pêches du Forum. La Nouvelle-Calédonie va continuer ces prochaines années à développer des liens de coopération avec la Nouvelle-Zélande, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, le Vanuatu, Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon avec qui je dois signer très prochainement une déclaration d'intention, et l'Australie. La Nouvelle-Calédonie a des atouts qui sont très largement sous-investis dans la région. L'intensification de cette action diplomatique de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre des compétences qui lui sont devenues, dans sa région d'appartenance, aux côtés de celle qui est menée par la diplomatie française nationale, est un enjeu et une responsabilité dans le cadre multilatéral et bilatéral que je viens d'évoquer. Nul doute
que les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie devront lui permettre de continuer à s'enraciner dans sa région, comme il s'est engagé à le faire dans le cadre du plan stratégique 2023 de la CPS et de la stratégie pour le Pacifique 2050 du Forum des îles du Pacifique. Je vous remercie. Il devait être parmi nous, il n'a pas pu, pour des raisons d'agenda, être là, mais je vous invite à regarder une vidéo que nous a envoyée spécifiquement Hervé Berville, donc le secrétaire d'État chargé de la mer, pour le démarrage de nos assises. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir d'ouvrir avec vous les toutes premières assises de l'économie de la mer dédiées à l'axe Indo-Pacifique. Ces assises montrent à quel point l'Indo-Pacifique est une région cruciale avec de forts enjeux mondiaux pour bien évidemment nos concitoyens et pour la France. Ce sont des enjeux géopolitiques, économiques et écologiques. Alors un grand merci au cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, à son président Philippe Darazon, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et tout particulièrement à Christophe Gigès, et à tout le cluster maritime français et à ceux qui ont œuvré pour ces assises. I would also like to welcome the delegation from Australia and New Zealand. It's a real pleasure to have you in France, and we're going to continue strengthen the ties and the cooperation between our states. En l'espace de 2 décennies, l'Indo-Pacifique est devenu le moteur de la croissance économique mondiale avec près de 40% de la richesse globale. La France est d'ailleurs le seul pays de l'Union européenne qui compte des territoires dans toute cette vaste région. De la Nouvelle-Calédonie à la Polynésie, en passant par la Réunion, Mayotte, Wallis et Futuna ou encore les terres australes et antarctiques françaises, la France est grâce à vous, grâce à votre action, est bien présente. Plus d'1,6 million de Français vivent dans ces territoires ultramarins et plus de 90% de la zone économique exclusive française se situe en Indo-Pacifique. Vous le savez, c'est un enjeu de souveraineté et nous avons dans cette zone des droits et des devoirs d'exploration, de préservation et de gestion des ressources. La venue du président de la République fin juillet dans le Pacifique a permis d'aller au bout et de concrétiser la stratégie française pour l'Indo-Pacifique, en particulier en ce qui concerne le rôle de nos collectivités d'outre-mer. Ce fut également l'occasion de mettre en avant le 4e pilier de notre stratégie Indo-Pacifique. Avec la sécurité, l'économie, le multilatéralisme, nous avons donc un 4e pilier qui est celui de la lutte contre le changement climatique, de la préservation de la biodiversité et des ressources halieutiques. Alors, si vous me le permettez, je souhaitais revenir sur 2 annonces fortes du président de la République en juillet qui illustrent parfaitement notre volonté de mettre l'accent sur cette région du monde et d'accélérer les investissements. Premièrement, un nouveau navire océanographique va être construit pour l'Ifremer et il aura Nouméa comme port d'attache. Sa technologie de pointe, ses innovations permettront de limiter les émissions de gaz à effet de serre et sera adapté aux spécificités de la zone Indo-Pacifique. Ensuite, dans le cadre de France 2030, nous allons financer des capteurs sur le futur câble sous-marin qui doit être entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, qui permettra de mieux détecter des tsunamis. Avec ces nouveaux moyens, la France affirme une nouvelle fois sa souveraineté dans la zone, protège ses espaces et veut progresser dans la connaissance de nos écosystèmes marins. Tous ces objectifs concourent également à l'une de nos priorités, l'une de mes priorités, le renforcement de la souveraineté alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle nous allons aussi dans l'Indo-Pacifique, dans votre région, se battre pour lutter contre la pêche illégale qui est un véritable fléau. La France a donc l'année dernière rejoint l'Alliance internationale de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Avec les nouveaux moyens affectés dans le cadre de la loi de programmation militaire, nous renforçons encore un peu plus notre lutte contre la pêche illégale avec de nouveaux patrouilleurs, avec des inspecteurs que nous mettrons à disposition de certains pays côtiers pour renforcer les contrôles et également s'appuyer sur de nouveaux moyens satellitaires. Notre action fera comprendre à tous ces acteurs illégaux qu'il est hors de question de venir dans nos eaux, piller nos ressources et que la protection de la souveraineté alimentaire, la protection aussi de l'activité économique de nos populations est une priorité, notamment dans le Pacifique. S'agissant d'un autre axe très fort qui est le nôtre, celui du ministère de la Mer, la modernisation et le rayonnement de notre économie maritime. Nous avons, vous savez, créé un fonds d'intervention maritime doté de 15 millions d'euros par année. Et cette année, je tiens à le souligner, 23% des projets viennent des territoires ultramarins et ces chiffres continueront à augmenter car il y a de la vitalité, il y a des projets, il y a de l'envie dans tous ces territoires. Parmi ces projets, nous accompagnons notamment l'Observatoire de l'économie bleue du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie.
Nous avons également financé des bourses en Polynésie pour des formations maritimes non accessibles localement, où nous avons là aussi investi dans une étude pour le développement de la pêche hauturière à Wallis et Futuna. Enfin, sur la priorité aussi qui est celle de la protection des océans, vous le savez, nous portons avec le président de la République un combat essentiel, fondamental, qui est celui de l'interdiction de l'exploitation minière des grands fonds marins. Il y a un an, nous n'étions que 4 pays à être en faveur d'une pause de précaution ou d'un moratoire. Grâce au travail diplomatique de la France, de l'Union européenne, grâce à votre implication également, nous sommes désormais 29 pays à être pour un moratoire, une pause de précaution ou une interdiction de l'exploitation minière des fonds marins. C'est un élément essentiel car nous ne pouvons pas commencer une activité dont on sait qu'elle aura des dommages irréversibles sur nos écosystèmes et donc sur notre capacité à lutter contre les changements climatiques. Nous devons, dans le même temps, renforcer la connaissance, partager cette connaissance. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous allons accélérer sur la mise en œuvre de ce programme d'exploration des fonds marins de 350 millions d'euros pour mieux connaître, car mieux connaître, c'est mieux protéger. Et dans le cadre de ce travail scientifique, il est essentiel d'associer les élus et les représentants coutumiers de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-Futuna avec une démarche beaucoup plus participative, et nous l'avons fait avec l'IRD et mon ministère, pour faire en sorte que tous les territoires participent pleinement à cette ambition de recherche et de connaissance. Alors vous le voyez, mesdames et messieurs, de l'économie aux enjeux énergétiques, à la protection de notre souveraineté, à celui de la préservation des grands fonds marins, le défi est immense. Nous avons des mois passionnants devant nous, avec l'organisation en France, à Nice, du sommet des Nations Unies pour les océans en juin 2025. Mais ce sommet, ce ne sera pas simplement un sommet diplomatique, ce ne sera pas simplement une réunion à Nice, ce sera l'implication, l'association de toutes les bonnes volontés de tous nos territoires, du Pacifique aux Caraïbes, en passant par l'océan Indien et bien évidemment la belle Bretagne. Et donc je compte sur vous, sur votre travail, sur vos idées, vos implications pour continuer de faire avancer l'économie maritime, pour continuer de faire avancer la protection des grands fonds marins. Je me rendrai dans votre magnifique région au mois de novembre pour le Forum des îles du Pacifique et j'aurai plaisir à revoir ou à voir un certain nombre d'entre vous. Alors je vous dis vive les assises, vive la République et vive la France. Alors, je voudrais d'abord saluer le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, saluer monsieur le sénateur qui est ici présent, madame la présidente de la province sud, l'architecte de ces assises, monsieur Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'énergie et de l'organisation de ces assises, saluer tous les élus ici présents, la Polynésie, bien représentée par un de ses ministres, saluer le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, et puis son bras droit, marin, le capitaine de vaisseau Denis Hamelin, et puis toutes celles et ceux, le responsable du cluster maritime, qui sont en charge, pendant ces 3 jours, de faire vivre ces assises. Donc les directeurs des organismes de recherche, les différents responsables des collectivités qui sont personnellement concernés par tout cela, et puis les autorités consulaires. Je vois quelqu'un de la Nouvelle-Zélande, que nous connaissons tous, mais il y en a aussi certainement d'autres pays de la région du Sud-Pacifique qui sont ici représentés, et je les salue bien volontiers. Alors, comme l'a dit le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie tout à l'heure, en parlant du rôle de l'État, moi je vais faire un atterrissage calédonien par rapport à tout ce qu'a dit Hervé Berville, parce que d'abord je suis le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, République française, et je suis là surtout pour vous parler plus de la Nouvelle-Calédonie et du territoire qui se trouve tout autour, qui a quand même la singularité, c'est un peu le résultat de l'accord de Nouméa, de nous mettre dans des situations originales, mais complexes, qui me paraît utile de vous rappeler. Le président du gouvernement parlait tout à l'heure de la sécurité et de la protection de la zone maritime. Le secrétaire d'État, Hervé Berville, aussi. Puis il y a aussi l'autre domaine qui est celui de l'économie bleue pour lequel l'État joue un rôle d'accompagnement. Tout ça, ça veut dire qu'il faut des moyens. Ces moyens ne tombent pas du ciel. Ça coûte cher.
Et donc l'État mobilise une partie de ses moyens. Pas tous les moyens. Il doit les concilier et les articuler avec ceux des pays voisins, intelligemment, mais sur une zone qui est immense. La zone maritime, c'est 24 millions de kilomètres carrés. Il y a celle de la Polynésie qui est encore plus grande. Quand on totalise les deux, c'est toute la zone maritime française, c'est considérable. Et donc, ces moyens, eh bien, il faut les faire évoluer sur ces missions de protection, ces missions de sécurité, qui ne sont pas simples à organiser, parce qu'il faut les concilier avec l'exploitation des moyens satellitaires, avec l'intelligence du marin, avec la capacité de coordination locale des moyens de l'État avec ceux de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas évident. C'est un exercice quotidien et on doit surtout ne pas se méprendre sur la difficulté de l'exercice parce qu'elle engage, avec le plan RSEC maritime, ma responsabilité personnelle et pénale, mais celle aussi du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Un plan RSEC qui ne fonctionne pas, c'est directement notre responsabilité qui est mise en jeu. Donc, il faut qu'il soit toujours actualisé, qu'il soit révisé, et il doit l'être par les hommes de l'art, que sont les marins, et ici, en Nouvelle-Calédonie, en liaison étroite avec ceux qui ont cette responsabilité et cette compétence. Donc, c'est un exercice qui ne se fait pas au doigt mouillé, c'est un exercice extrêmement précis, avec cette particularité calédonienne qui fait que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a une part de la charge à l'intérieur du lagon et à l'extérieur, c'est le haut-commissaire. Il n'y a pas de préfet maritime ici, en Nouvelle-Calédonie. Ça n'existe pas. Donc le haut-commissaire a la charge des missions qui incombent à un préfet maritime. Donc ça engage ma responsabilité. Ça l'engage aussi sur la façon dont les missions de sûreté et de sécurité sont remplies. Et c'est pour ça que je dois, avec le président du gouvernement, remplir cette mission de manière efficace, c'est-à-dire intelligente, avec bon sens, et en utilisant de la meilleure façon qui soit les moyens qui sont mis à notre disposition. Donc vous avez parlé tout à l'heure des patrouilleurs en mer. Ce sont des moyens maritimes qui sont importants. Il y en a un, il va en avoir un deuxième bientôt. Ce sont des moyens qui doivent être coordonnés avec le COS, le Centre d'opération de secours et de sauvegarde en mer. Derrière, ayez tous parfaitement conscience que les personnes qui travaillent au COS sont des personnels de l'État, mais ce sont aussi des personnels du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc ils doivent se coordonner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dans la zone de responsabilité du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, c'est là où il y a le trafic le plus important. Le président parlait tout à l'heure des ports. Le port de Nouméa est un port où il y a une activité importante. Mais la zone dont il a la responsabilité est celle où il y a le plus de navigation plaisance. Les plaisanciers sont tous très bons, mais il y a aussi quelques amateurs. Et il nous arrive, parmi ces amateurs, de devoir intervenir pour venir à leur secours. Les amateurs dans le domaine du commerce sont quand même moins nombreux. Mais ça peut se produire des accidents également avec des atteintes à l'environnement. Et donc, pour cette raison, eh bien, quand il s'agit d'enjeux de vie humaine ou d'enjeux environnementaux, il faut vraiment que le COS et les moyens qui sont déployés en mer, dans l'air, avec des moyens héliportés et satellitaires, se coordonnent parfaitement pour éviter qu'une pollution soit une pollution majeure qui touche une grande partie du territoire calédonien, qui altère considérablement les fonds maritimes concernés. Et donc, ça veut dire que ces moyens donnent tout leur sens à la mission qui relève de la responsabilité de l'État et à l'intérieur de la zone du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ça se fait bien évidemment en liaison aussi avec la province. On est en Nouvelle-Calédonie, vous savez, monsieur le ministre, pour la Polynésie, ici il y a 3 provinces. Donc des provinces qui ont des moyens qui ne sont pas les mêmes, qui ont une capacité d'action qui n'est pas la même, et nous, on doit en tenir compte de tout cela. On doit en tenir compte pour être efficace. Donc la coordination, c'est l'État, avec ses moyens locaux,
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont les moyens sont parfaitement intégrés et associés à la gestion de crise, qu'elle soit de portée environnementale ou sécuritaire, ou qu'elle soit de nature à provoquer des dommages importants dans le domaine, par exemple, de la pêche. Il y a malheureusement aussi dans certains secteurs où la pêche est intéressante, beaucoup de trafic. Donc on doit lutter aussi contre cela, contre le trafic de produits stupéfiants. Pour l'instant, la Nouvelle-Calédonie n'est pas la proie de trafic, de réseaux de trafic de produits stupéfiants de portée internationaux, mais nous en avons quand même. Et donc, il y a une coordination très fine à avoir entre le niveau de l'État central, ici, à Nouméa, avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec les provinces, et plus encore la province sud, puisque le port qui compte, c'est le port de Nouméa. Bon, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc, ces missions de l'État, ce sont celles de la sécurité des personnes et des activités en mer, celles de la protection de l'environnement et de la préservation des ressources maritimes, et celles de la lutte contre les activités maritimes illicites. Hervé Berville, dans son intervention, l'a rappelé, mais elle est fondamentale parce qu'elle nous engage. Donc ça veut dire aussi, et ça c'est interne à l'État, mais c'est important dans le cadre des assises que vous puissiez vraiment débattre, ça implique une coordination très fine au sein même de l'appareil de l'État. Ici, il y a un commandant supérieur des forces armées, il y a un responsable maritime, et donc il y a aussi un directeur dont la compétence est partagée des affaires maritimes. Ça veut dire que nous, on doit parfaitement se coordonner pour remplir la mission qui est la nôtre ici, sur un territoire qui est certes un laboratoire juridique, un territoire où il y a beaucoup d'innovation, mais pour le citoyen, c'est-à-dire calédonien, français, ce qui compte, c'est d'abord l'efficacité. Et enfin, le volet, je procède par différence et par élimination, parce que je ne vais pas vous asséner de choses qui ont déjà été dites. Il y a dans le volet environnemental, il y a le volet du réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, on en parle beaucoup. On parle des conclusions du GIEC, on parle de beaucoup de choses. Ici, on est sur un territoire où la première menace, c'est d'abord les cyclones. Le réchauffement climatique, c'est les cyclones. Il y en a un d'ailleurs au large en ce moment du Vanuatu, et on risque d'essuyer la queue de trajectoire de ce cyclone. Se protéger contre un cyclone, ici, on a l'habitude, on sait faire. On sait faire. Mais ça s'anticipe. Et ça peut mobiliser des moyens. Comme ça a été le cas, par exemple, comme ça s'est passé au mois de mars dernier, avec le Vanuatu, qui, pour la première fois et depuis très longtemps, a été touché dans la même semaine par 2 cyclones majeurs. Et donc, j'ai pu m'y rendre et voir ce que ça a provoqué comme dégâts. C'est impressionnant. Et donc, pour gérer ce type d'événement, eh bien, il faut que les moyens ici de l'État et du gouvernement soient parfaitement compatibles, parfaitement réactifs, pour faire de la conduite d'opérations qui soit efficace. L'autre risque, c'est le risque de tsunami. On n'a pas eu de tsunami depuis très longtemps. Quand on a parlé de risque de tsunami, ça a rarement dépassé une vaguelette d'une hauteur de 2 cm. Donc c'est gérable, mais ça peut être beaucoup plus grave. Ça peut être beaucoup plus grave, même si la Grande Terre, donc l'île principale de l'archipel calédonien, est protégée par sa barrière de récifs. Les tombants sont derrière. Malgré tout, il y a une partie de l'archipel calédonien qui est très exposée au risque de tsunami. Je pense aux îles Loyauté, à Lifou, par exemple, Ouvéa, une certaine mesure, également Maré. Lifou, qui a été touché historiquement par un tsunami qui a causé de nombreux morts, il y a fort longtemps, mais ça peut se reproduire. Et c'est la raison pour laquelle, là aussi, c'est une question de moyens. Avec le Vanuatu, vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire d'État Hervé Berville en a parlé, du câble sous-marin. Donc le Vanuatu paye le câble et nous, on paye le capteur, enfin les capteurs. Mais ce n'est pas l'épaisseur d'un billet de 1000 francs Pacifique. C'est 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Et c'est autant pour le câble. Donc ça veut dire que voilà, tout ce que l'on peut faire est sous-tendu par une politique très engageante, très offensive de moyens. Des moyens techniques, qui veut dire derrière des moyens financiers. Pas de moyens financiers, pas de moyens techniques, pas de capacité à agir.
Le secrétaire d'État a évoqué aussi la protection qui est faite des fonds marins pour éviter un dérèglement climatique plus important. Pour ceux d'entre vous qui y ont participé, c'était avec M. Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC. C'est bien que ce moratoire qui intéressait 4 pays ait été étendu à d'autres pays. Parce qu'effectivement, dans le sous-sol marin français, il y a des nodules polymétalliques. Alors, il n'en a pas parlé, donc ça me permet de le faire. Ces nodules polymétalliques contiennent du gaz, peuvent contenir aussi d'autres matières premières qui sont fort intéressantes sur le plan économique, qui sont inexploitées aujourd'hui et qui peuvent susciter des convoitises. Et la zone concernée dans les eaux françaises, la zone maritime, elle est considérable. C'est la taille de la métropole. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter sur le plan économique. Effectivement, il y a des enjeux qui sont très importants. Et je pense que la mesure qui a été prise, qui consiste à protéger l'ensemble de cette zone en mettant en place ce moratoire qui est aujourd'hui étendu à plus d'une dizaine de pays, était très important. Parce qu'il ne faut pas non plus trop jouer avec la nature. Malheureusement, on l'a fait un peu trop dans le passé. Sur le contrôle de la pêche illicite, malheureusement, ce sont des choses qui se produisent. On n'a pas beaucoup une flottille de pêche qui est quand même pas très importante ici en Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut aussi protéger les zones de pêche pour que nos pêcheurs puissent en vivre correctement. Et là encore, il faut des moyens. Il faut envoyer des bateaux, il faut surveiller l'activité de pêche, notamment quand elle est illégale, et faire ce qu'il faut vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas la réglementation locale. Il faut protéger, bien évidemment, nos ressources naturelles, nos ressources halieutiques, sinon notre filière pêche calédonienne, malheureusement, disparaîtra. Dans les initiatives, il y en a une que je voulais vous signaler, qui n'a pas été citée, c'est l'initiative Kiwa, qui est portée par l'AFD. Elle consiste à renforcer justement la résilience au changement climatique dont je vous parlais tout à l'heure. Et elle a développé un programme qui s'appelle les solutions fondées sur la nature. Donc, elle permet surtout de mobiliser les financements des territoires du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Wallis-et-Futuna, mais bien d'autres territoires, de faire en sorte que la surveillance de la zone maritime qui engage donc la souveraineté des États de la région soit pleinement assurée. C'est un programme qui permet de sécuriser les flux, qui impose évidemment de disposer d'infrastructures résilientes, adaptées. Tout à l'heure, Monsieur le Président du gouvernement, là, vous avez parlé du port, des ports. L'économie calédonienne, je ne vais pas être trop réducteur et dire que c'est d'abord une économie portuaire, mais tout arrive soit par les airs, soit par la mer. Donc toute idée qui consiste à mettre l'effort et mettre l'accent sur le développement du port principal, qui est celui du port de Nouméa, est un bon signal qui est donné à l'international sur la place qu'on entend accorder à la Nouvelle-Calédonie. Donc là aussi, l'État jouera un rôle d'accompagnement. C'est très regardé des transporteurs. Je vais vous citer un transporteur maritime que tout le monde connaît, la CMA-CGM, et nous attend au coin du bois sur ce qu'on est capable de faire, Monsieur le Président, ou pas d'ailleurs, sur le développement du port de Nouméa. Je ne vais pas revenir sur l'économie bleue, sinon je vais tous vous mettre dans le bleu, et on en a parlé suffisamment. Je ne vais pas vous parler non plus de la COP 15 de décembre 2022 de Kunming-Montréal. Bon, ça fait un petit peu surréaliste dans cette enceinte. Ni vous parler non plus de l'accord qui a été trouvé à l'ONU pour la protection de la biodiversité marine. Bon, c'est important tout ça, mais ni vous parler de la conférence des Nations Unies. Le secrétaire d'État Hervé Berville en a parlé tout à l'heure, qui aura lieu à Nice en 2025. Écoutez, la Grande Terre, c'est 18 000 km². La zone maritime, 24 millions de km². Ça vous permet vraiment de resituer l'importance de la mer et de l'économie marine
dans ce vaste espace. Vous voyez, retenez simplement ces 2 chiffres. Et voyez que derrière, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut raconter, tout ce que vous pouvez échanger pendant ces 3 jours est complètement dimensionné par l'importance des moyens qu'on y engage et notre capacité à nous coordonner. Si on ne sait pas se coordonner avec les moyens qui sont les nôtres, tout ce qu'on se raconte, c'est une illusion. Voilà. Et le rôle de l'État, évidemment, c'est de protéger les intérêts calédoniens, de faire en sorte que tout ce qui est illégal puisse faire l'objet d'interpellations et que la justice donne la suite qu'il convient. Et c'est aussi, surtout, d'accompagner l'économie locale, dans le cadre de ses compétences, au développement de l'économie de la mer, l'économie bleue, au développement de ses ports, ici surtout le port de Nouméa, et de le faire de manière transparente et en bonne intelligence avec les territoires voisins, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, nos amis de la Polynésie française, Wallis et Futuna. C'est un vaste ensemble qui nécessite, je pense, de temps en temps de poser le stylo et de réfléchir, de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens qui sont les nôtres. Voilà. C'est d'abord ça, la sécurité et la protection. Et qu'est-ce que l'État peut faire dans un territoire comme celui de la Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire à compétences partagées, pour accompagner les collectivités calédoniennes dans le développement de l'économie bleue. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Je ne vais pas dire vive la République et vive la France, parce que Hervé Berville l'a déjà fait. Je veux dire vive la Nouvelle-Calédonie. Merci. Je passe la parole à Christopher, donc membre du gouvernement en charge de l'économie maritime. Je vais procéder également par différence parce que le président du gouvernement et le haut-commissaire ont absolument tout dit sur les présentations. Monsieur le haut-commissaire, monsieur le président du gouvernement, madame la présidente de la province sud, monsieur le commandant supérieur des FANC, monsieur le ministre, merci d'être là, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs, vos grades et qualités. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on sera beaucoup trop long. Monsieur le président du cluster maritime calédonien, que je remercie chaleureusement, ainsi que toutes les équipes, cette réunion a été rendue possible justement par ce partenariat entre le cluster maritime Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la province sud pour tenir déjà un engagement qu'on avait pris l'année dernière aux journées de la mer. Le cluster maritime organisait jusqu'à présent des journées de la mer ici à la province sud. On avait pris l'engagement l'année dernière d'élargir aux voisins de la région, aux amis de la région, aux amis des régions même un peu plus loin. Et je remercie les personnes de La Réunion et de Mayotte qui sont également présentes à cet événement. Cet événement, ce n'est pas des assises pour se voir, pour discuter, pour échanger, mais pour rien faire derrière. Justement, on souhaite construire, et ça a été dit par le président du gouvernement, une croissance bleue, une diversification économique, et à travers ça, une véritable voie bleue sur 4 ambitions. La première des ambitions, une ambition économique, les ambitions de l'économie de la mer. On aurait souhaité faire cet événement il y a 3-4 ans, on n'aurait eu rien à présenter en termes au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Le cluster avait avancé sur différents projets, mais la Nouvelle-Calédonie ne s'était pas forcément saisie de ces différents projets qu'on a pu mettre en œuvre ces 3 dernières années avec le pôle maritime, avec les filières économiques d'avenir qui seront présentées au cours de ces assises sur le traitement des navires hors d'usage, sur les questions de recherche, sur les questions d'innovation. Et je vous invite à venir vendredi à la station N, notamment sur la présentation de l'innovation et de la Blue Tech qui est organisée par la French Tech Nouvelle-Calédonie, monsieur le président, qui organise cet événement avec des entreprises calédoniennes qui présenteront un savoir-faire d'innovation qui a été aussi présenté à Paris cette année à Vivatech et qui a été reconnu comme un excellent travail. Une ambition qui va avec l'ambition économique, qui est celle de l'environnement. Ça a été rappelé plusieurs fois, à la fois par le président du gouvernement et par le haut-commissaire, où on a une nécessité de préservation de ce trésor qu'on a en Nouvelle-Calédonie, qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité, avec différentes actions. Mais ce trésor, il faut le valoriser, il faut le montrer, il faut le préserver sur différents aspects, à la fois dans les filières économiques. J'ai vu les représentants des pêcheurs qui sont là, qui arrivent à concilier justement une pêche responsable et une activité économique. Savoir concilier aussi, et ça a été rappelé par le haut-commissaire, le réchauffement climatique
et la continuité des actions économiques. La province sud présentera vendredi, lors d'une table ronde, comment on concilie une activité économique, notamment au phare Amédée, avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, avec un plan particulier pour construire cette dynamique. Donc cette action, cette ambition de préservation de l'environnement, elle est présente dans toutes les actions qu'on mettra en place sur l'économie maritime et sur l'économie de la mer en Nouvelle-Calédonie. Une troisième ambition qui est dans le titre de ces assises, Indo-Pacifique. Certains se sont posé la question, pourquoi la Nouvelle-Calédonie organise des assises de l'économie de la mer Indo-Pacifique? On a décidé de devancer les prochaines visites du président de la République, parce que généralement on parle d'Indo-Pacifique en 2017, en 2023 quand le président revient, et ensuite on ne s'en saisit pas, et on attend que l'État nous dise que la Nouvelle-Calédonie joue un rôle important dans l'Indo-Pacifique. Donc il y a un moment où les Outre-mer, où la Nouvelle-Calédonie doivent se saisir des sujets, doivent montrer à l'État comment on peut être important, sur la sûreté maritime et la souveraineté en termes de préservation des ressources et de notre zone économique exclusive, sur la partie Indo-Pacifique, sur les grandes voies maritimes, et il y a des représentants des différentes compagnies maritimes qui sont dans la salle, sur les grandes voies maritimes Indo-Pacifique numériques. On a évoqué la question des câbles sous-marins où la Nouvelle-Calédonie a un rôle beaucoup plus important à jouer, notamment par ses infrastructures, mais également par sa sûreté réglementaire, et où on pourra jouer un rôle plus fort. Et enfin, une quatrième ambition, et je m'arrêterai là, qui est une ambition humaine, parce que le secteur maritime, enfin la mer, c'est un immense espace de rigueur et de liberté, une citation qui est connue, et les gens qui travaillent dans ce secteur savent que c'est un métier de passion. Souvent, c'est un métier de passion. On aime profondément la mer, on aime profondément son métier. Et on n'est encore pas assez bon en Nouvelle-Calédonie sur la formation maritime, sur les collaborations qu'on peut faire avec la Polynésie ou avec d'autres outre-mer pour former justement à ces métiers de la mer qui sont multiples. L'école des métiers de la mer porte bien son nom, elle est au pluriel parce que les métiers de la mer sont très larges. Et donc, on compte avec le cluster, notamment l'année prochaine, travailler sur ces formations pour donner un véritable avenir à ce secteur maritime. Donc voilà ces 4 ambitions pour une voie bleue qui se veut économique, environnementale, indo-pacifique et humaine. Ça pourrait rester un beau discours, ça pourrait rester des incantations. On ne veut pas que ça soit ça dans ces assises, et donc en accord avec le président du gouvernement, on proposera dans les prochains mois un schéma de la mer qui regroupera l'ensemble de ces actions, à la fois le livre bleu qui a été proposé par le cluster, les conclusions de ces assises, les travaux qui seront faits avec les différentes provinces sur les compétences, et que la Nouvelle-Calédonie puisse se doter d'un véritable schéma de la mer qui soit ambitieux et qui soit porteur de progrès pour la Nouvelle-Calédonie et pour les Outre-mer. Merci à tous. Monsieur le commissaire, monsieur le sénateur, cher Georges, monsieur le... Vous m'entendez ? Oui, je suis petite, hein. C'est pas un scoop. Monsieur le président du gouvernement, cher Louis, monsieur le membre du gouvernement, cher Christopher, monsieur le commandant supérieur des forces armées, monsieur le président d'honneur de l'Institut français de la mer, monsieur le président du cluster, mesdames et messieurs représentants de la Polynésie, monsieur le ministre de Mayotte et de la Réunion, mesdames et messieurs les acteurs de la mer, d'abord je tiens à saluer cette initiative prise par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par Christopher, avec tous les membres du comité de pilotage de ces assises. Parler d'économie maritime dans l'Indo-Pacifique, c'est parler évidemment d'un enjeu de puissance, et dans un pays comme la Calédonie, dont la terre recèle un tiers des réserves mondiales de nickel, il ne faut pas se tromper, la capacité d'agir sur les océans, de contrôler les flux, de rayonner, de développer son influence et son économie dans la mer, sur la mer et par la mer, a été l'un des piliers structurants de toutes les grandes puissances mondiales depuis des siècles. Une illustration frappante dans ce sens est celle de la Chine, qui avait interdit les activités maritimes dans la navigation hauturière au XVe siècle, laissant la place libre aux navigateurs européens notamment, et qui aujourd'hui réinvestit massivement dans le domaine maritime et naval comme un levier fondamental de projection de sa puissance militaire, diplomatique et économique. Je vais prendre le micro comme ça parce que ça n'a pas l'air très stable. La France est une puissance maritime. Grâce à ses outre-mer, la France possède le deuxième domaine maritime mondial, et grâce notamment à la France, l'Union européenne dispose du plus grand territoire maritime du monde. Dans cet ensemble, la Nouvelle-Calédonie, dont le territoire terrestre, ça a été dit par le
le haut-commissaire, mais alors il a colonisé dans ses chiffres, il a colonisé également le Vanuatu, la Nouvelle-Zélande, puisque le territoire terrestre, c'est 18 500 km² et la zone maritime, c'est 1,4 million de km², sauf erreur de ma part. Tu étais passé à 24 millions, tu avais colonisé tout le reste. Louis, pardon. C'est la France, hein, c'est... Voilà. Donc en tout cas, on joue un rôle très important évidemment, et c'est important de consolider cette puissance maritime en Océanie et plus largement dans l'Indo-Pacifique. Je suis convaincue que l'économie maritime doit être un élément central de la mise en œuvre de la stratégie Indo-Pacifique. Je suis également convaincue que l'économie maritime est une chance, particulièrement en province sud. Notre province est la collectivité la plus urbanisée, la plus développée de tout l'arc mélanésien. Elle héberge de nombreux instituts de recherche, centres de formation, pôles hospitaliers de soins, ainsi que des infrastructures stratégiques sur le plan militaire, portuaire, ça a été dit par le haut-commissaire, et aérien, sans oublier son tissu d'entreprises, le monde agricole et bien sûr les acteurs maritimes. Dans ce contexte, la province sud développe, en collaboration avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, que je remercie, son dispositif de zone franche pour soutenir la création d'entreprises et d'emplois, soutient l'émergence d'un véritable pôle maritime entre Nimbo, Nouville et la rade de Nouméa, investit dans une filière de déconstruction des navires hors d'usage, le tourisme bleu, la résilience côtière et des actions pour préserver la richesse exceptionnelle de notre domaine maritime et pour lutter contre les effets négatifs du changement climatique et des événements météorologiques extrêmes sur nos populations. Avec le développement d'une économie maritime robuste et innovante, nous pouvons structurer sérieusement l'économie calédonienne de demain. Nous pouvons imaginer des dispositifs futurs d'énergie marine renouvelable, de nouvelles filières basées sur la construction, l'entretien et la déconstruction navale, sur la transformation et l'exportation de produits de la mer ou de produits importés par voie maritime, transformés sur place ou exportés vers des marchés extérieurs. Et nous pouvons donc imaginer de nouvelles sources d'emplois et de création de richesses pour la Nouvelle-Calédonie de demain. Grâce à son action volontariste et à ses atouts, la Nouvelle-Calédonie peut, et à mon sens doit, être un hub économique et maritime dans l'Indo-Pacifique. Un point d'ancrage de la France et de l'Union européenne dans la région, une base de projection et de rayonnement de nos capacités, une plateforme pour créer de nouvelles opportunités et partenariats publics et privés et l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, un comptoir économique majeur dans le Pacifique insulaire qui facilite l'accès aux économies de nos grands voisins, comme à celles de l'Union européenne, et un point d'équilibre des intérêts souverains de la France entre les côtes occidentales de l'océan Indien et les confins du Pacifique central. En somme, la Nouvelle-Calédonie peut être un point de convergence, de passage et de rayonnement des flux maritimes, un outil d'affirmation de la puissance maritime de la France dans l'Indo-Pacifique et une collectivité dont l'action conforte l'essor de l'économie maritime calédonienne. Nous pouvons être, via l'économie maritime, l'illustration qu'il est tout à fait possible de conjuguer développement économique et développement durable. Vous l'aurez compris, je vois la Nouvelle-Calédonie comme un véritable acteur de la stratégie Indo-Pacifique, un vecteur qui concourt au renforcement de la présence française dans le Pacifique, et la province sud y prendra bien évidemment toute sa place. Je vois aussi que, grâce à notre action à tous, que l'on vienne du Pacifique, de l'océan Indien ou de l'Hexagone, la France d'outre-mer peut être un levier formidable de développement de l'économie maritime et de consolidation de notre capacité collective à répondre aux enjeux majeurs, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux ou géopolitiques, d'aujourd'hui et de demain. Un petit mot pour remercier à nouveau Christopher Gigès pour l'organisation de ces assises. Je peux dire à tous les acteurs de la mer qui sont dans la salle aujourd'hui que quand il prend un dossier en main, il va jusqu'au bout, et je l'ai vu sur la question des énergies renouvelables qui sont aujourd'hui ce qu'elles sont en Nouvelle-Calédonie grâce à son action engagée, qu'il le fera avec beaucoup de cœur, beaucoup de courage et beaucoup d'engagement. Donc je sais que tous ensemble, vous travaillerez sur des propositions concrètes. Et je serai, moi, au titre de la province sud, très attentive à vos conclusions et aux recommandations que vous ferez pour faire avancer l'économie maritime en Nouvelle-Calédonie, dans toutes nos collectivités et dans la région Pacifique. Je vous remercie. Pour clôturer cette session d'ouverture, je vais laisser la parole à Francis Valla, donc président fondateur du cluster maritime français et représentant aujourd'hui le président du cluster maritime français qui nous a beaucoup aidé également dans la création et la construction de ces assises. Francis, si tu veux bien. Merci Philippe. Bien, je vais être bref parce que tout a été dit. Donc je vais simplement laisser parler un tout petit peu le cœur. Bien entendu, mes salutations vont d'abord à toutes les personnalités publiques et privées qui sont ici.
Je ne vais pas les réénumérer, mais évidemment le président, les ministres, les élus et mes amis et frères du cluster, entre autres. Un merci particulier quand même au gouvernement de néo-calédonien et au cluster maritime de Nouvelle-Calédonie pour leur invitation, hein, au cœur du Pacifique, au cœur de l'océan global. C'est pour moi et pour mon jeune ami Alexandre Huskiewicz un vrai bonheur d'être ici, et d'être ici pour ça. Merci pour ces assises. Bravo, c'est ici que ça se passe. C'est une innovation et c'est une vraie joie. Bravo, bravo aux deux principaux acteurs qui en sont à l'origine. Je suis heureux d'en être. Comme l'année dernière, j'étais heureux d'être en Polynésie française, en particulier pour le Blue Climate Summit. Je suis heureux de représenter le président du cluster maritime français, Frédéric Moncani, qui effectivement n'a pas pu venir. Et comme je venais, il m'a demandé de le représenter, ce qui est toujours là aussi un plaisir. Je suis heureux en tant que fondateur du cluster maritime français et du European Network of Maritime Clusters, si vous voulez, le cluster maritime européen, d'être là. Ils sont encore trop insensibles à l'outre-mer et je vais me faire une petite cargaison d'arguments pour au retour être le plus efficace possible au service de l'Indo-Pacifique. Je suis heureux en tant que co-animateur, ça ne vous m'empêcherez pas de le dire, de la fondation de 5 des 7 clusters maritimes outre-mer, avant Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, qui nous ont rejoints depuis que j'avais quitté la présidence effective. Je salue d'ailleurs la présidente de Mayotte, qui, comme moi, a bien récupéré de son déplacement. J'ai vu ça ce matin. Je suis heureux de cette coopération particulière avec le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, dont on a parlé, qui ne le sait pas, je vous le dis. En fait, vous dites qu'il a été créé en 2014, oui, mais la première fois qu'on en a parlé, c'était il y a 15 ans. Je me souviens d'un passage de Lionel Lubersac à mon bureau, qui a semé la graine et attisé mon envie d'y arriver. Parce qu'il faut que je vous dise, on s'y a quand même pris 3 fois avant d'arriver à intéresser à la création. Les temps ont changé, hein, des clusters maritimes outre-mer, et ceci aussi bien en métropole que dans les outre-mer eux-mêmes. Ça n'a vraiment pas été facile, donc c'est merveilleux de voir le contexte d'aujourd'hui, où les enjeux de l'océan ne sont pas toujours pris en compte, mais où ça progresse bien. Sans rentrer dans le détail, j'ai refait mon petit speech, c'est pour ça qu'il ne va pas être très long, je suis déjà près de la fin. Cette initiative des premières assises de l'Indo-Pacifique, où se déplace, bon, ça a été dit à plusieurs reprises, hein, le barycentre du monde, s'inscrit dans cette progression. Salut à ceux qui l'ont initié, voulu, organisé, les 2 grands acteurs que j'ai cités tout à l'heure, bien sûr. Salut aussi à ceux qui ont été ses précurseurs, les États généraux de la mer, ici en 2016, suivis chaque année, je crois, par les journées du CNMC, la volonté du ministre ici, de M. Gigès, que je remercie tout particulièrement, les forums de la mer annuels de Polynésie française, et je salue là Stéphane Renard et Anne May, qui les représentent, et qui ont contribué vraiment beaucoup à cette prise de conscience, comme l'a fait d'ailleurs aussi le cluster maritime de la Réunion, et là c'est un petit coucou à Loïc. Donc salut à tous ces clusters d'outre-mer qui seront à la fin novembre à Nantes, autour de nous, pour nos assises de la mer, et qui occuperont une très large place dans les tables rondes et dans les plénières, avec en particulier des membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, même si on parlait avec les uns et les autres ce matin, je sais que cette présence est menacée, tellement vous avez aussi de priorités à gérer. Mais en tout cas, je souligne encore une fois le grand moment que c'est pour nous ici, avec Alexandre, dans une région où on est conscient de l'importance de l'océan, de sa fragilité, de ce qu'il peut apporter comme ressources, mais aussi de ce qu'il peut menacer de notre avenir si nous ne le respectons pas. Grâce à vous, la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui un atelier de travail pour le développement durable maritime, pour le bien commun de l'humanité. On en a déjà parlé hier avec les jeunes, on va recommencer demain et toute la journée. Et le bien commun, ici, je sais que la culture particulière de la Nouvelle-Calédonie fait que ça vous parle. Donc, nous allons travailler ensemble autour des droits et des devoirs que cela implique. Et je peux vous dire, bien que je ne sois pas un représentant public de la France, que la France est vraiment fière de ce que vous faites
et de ces avancées qui sont permises sur le plan maritime, parce que ce vieux pays paysan est lui-même en train de découvrir qu'il a trop longtemps tourné le dos à cette vocation maritime. Donc merci beaucoup à tous et je serai vraiment ravi de participer à ces travaux. Voilà.